Salut, je suis Anna Mouimescafre. Et je suis Amélia Viguier. Bienvenue dans Sous Conditions, le podcast qui parle des inégalités sociales. Sous Conditions, c'est réfléchir aux inégalités sociales avec les personnes concernées, mais aussi des acteurs et actrices de la lutte contre les inégalités. Cette saison, on va réfléchir au concept d'intersectionnalité pour lutter contre les inégalités sociales de santé. Quand on parle des inégalités sociales de santé, on reconnaît que l'accès aux soins est inégal en fonction du statut social d'une personne. Ces inégalités peuvent être dues au genre, à la classe, à la race ou à d'autres caractéristiques. Et c'est là que l'intersectionnalité apporte une grille de lecture intéressante. C'est un concept sociologique qui montre comment une personne peut être au croisement de différentes discriminations. C'est comme une loupe qui nous permettrait de mieux voir les effets combinés des discriminations. Et dans cette saison, on va s'interroger sur l'intersectionnalité dans le champ de la santé. Aujourd'hui, on reçoit Annabelle Degré-Duloup pour nous parler de sciences sociales et de santé publique à travers la lutte contre le VIH. L'exemple du VIH illustre parfaitement les inégalités sociales de santé et comment les progrès scientifiques ne profitent pas à tous de manière équitable. On va prendre le temps de redéfinir le VIH. Donc, le sigle signifie virus de l'immunodéficience humaine. C'est une infection sexuellement transmissible et on ne rappellera jamais assez qu'une personne séropositive au VIH qui prend un traitement ne peut pas transmettre le virus. L'autre raison pour laquelle on a choisi de parler du VIH, c'est parce que l'infection explique parfaitement ce qu'est l'intersectionnalité. Les personnes les plus vulnérables face au VIH ont en commun le VIH, mais elles ont aussi d'autres déterminants de l'inégalité, comme le fait d'être homosexuel, d'être une femme, d'être noire, d'être un étranger, ou d'autres caractéristiques. Annabelle Degré-Duloup, vous êtes directrice de recherche en démographie à l'Institut de recherche pour le développement. Vous avez co-dirigé l'enquête ANRS Parcours. Vous êtes également directrice adjointe de l'Institut Convergence Migration. Bonjour et bienvenue dans Sous Conditions. Bonjour, merci de m'avoir invitée. Alors on est vraiment ravis de vous recevoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On vous a invité pour parler de l'étude Parcours. L'étude Parcours explique pourquoi et comment l'infection au VIH percute la vie des immigrés d'Afrique subsaharienne en France. Cette étude retrace leur trajectoire migratoire, sociale, administrative et de santé. Vous avez co-dirigé cette étude. Qu'est-ce qui a motivé cette enquête et quels étaient les objectifs ? Alors cette enquête, elle est venue d'une idée que l'ANRS, l'Agence nationale de recherche sur le sida et les hépatites virales, avait depuis pas mal de temps, depuis le début des années 2000. On se rendait compte qu'il était peut-être important de se poser de façon spécifique la question du VIH dans les populations africaines vivant en France, parce que donc, les personnes qui sont nées en Afrique subsaharienne et qui vivent en France sont le deuxième groupe le plus touché par l'épidémie de VIH, après les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes. Et donc, il semblait important de se donner les moyens de comprendre les difficultés spécifiques qu'a cette population en France par rapport à cette épidémie pour pouvoir y apporter des réponses spécifiques. Et donc, cette enquête Parcours qu'on a menée sur les années 2012 et 2013 avait pour triple objectif de mieux comprendre qu'est-ce qui peut faire que les personnes nées en Afrique subsaharienne sont plus infectées que les autres par cette maladie, et si elles s'infectent plus dans le pays d'origine ou en France, qu'est-ce qui peut compliquer leur accès au système de soins et de santé, ou retarder leur accès au système de santé, et puis quand elles sont infectées par cette maladie, qu'est-ce qui peut compliquer leur vie avec cette maladie ? L'étude prend en compte les parcours de vie pour étudier les inégalités sociales de santé. Par parcours de vie, on entend les données biographiques, donc comme le genre ou comme le pays d'origine. Est-ce qu'il y a une perspective intersectionnelle dans cette étude ? Oui, alors avant de répondre à votre question sur l'intersectionnalité, je vais revenir un tout petit peu sur la méthodologie très particulière de cette étude, parce qu'effectivement, vous avez parlé d'enquête biographique. Qu'est-ce que c'est qu'une enquête biographique ? C'est une enquête qui rappelle, qui collecte l'histoire de vie de la personne. Et là, avec cette enquête biographique, on a fait cet effort-là de se donner les moyens auprès de 2500 personnes, donc auprès d'un échantillon qui représente les personnes africaines vivant en Île-de-France, collecter à la fois tout ce qui s'est passé depuis leur naissance, à la fois dans le domaine de la famille, de l'intimité, les relations affectives, sexuelles, etc. Dans le domaine professionnel, la formation, les études qu'on a fait, le travail. Dans le domaine de la migration, ce qu'on appelle le parcours résidentiel, l'arrivée en France à un moment donné, les différents logements qu'on a habités. Et puis là-dessus aussi toute l'histoire de santé, et en particulier les dépistages du VIH, de l'hépatite B, les
les épisodes de maladie, etc. Approche intersectionnelle, oui, bien sûr, parce que l'intersectionnalité, c'est se poser la question du croisement entre la classe sociale, la race, le genre, puis voilà, tous les différents éléments qui peuvent créer des fragilités chez les personnes ou des inégalités. Alors, je dirais, en fait, pour moi, l'approche intersectionnelle, elle est consubstantielle de l'approche des sciences sociales. C'est-à-dire qu'en sciences sociales, nous passons notre temps à regarder comment les catégories sociales se croisent et construisent des effets. Et effectivement, la question de la race ou de l'origine, c'est une catégorie sociale comme les autres et qu'on croise. Donc oui, si on lit les publications qu'on a sorties de cette étude, le terme intersectionnel ne sort jamais. Pour autant, l'approche est profondément intersectionnelle. Et je vais faire une petite précision, mais quand vous parlez de race, on parle de race sociologique. Évidemment, les races biologiques n'existent pas, mais comme il y a du racisme, on parle de race au sens sociologique. Pour revenir sur Parcours, vous avez parlé de la méthode où vous étudiez les trajectoires de vie des personnes. Dans votre enquête, quelle est la principale raison qui motive l'arrivée en France des personnes migrantes d'Afrique subsaharienne et comment cette motivation a évolué au cours des années ? Alors, c'est un petit peu différent pour les hommes et les femmes. Pour les hommes, la principale motivation, c'est ce qu'ils appellent tenter leur chance, c'est-à-dire en fait avoir une vie meilleure, et ça se traduit essentiellement par avoir un travail qui va permettre de mieux gagner sa vie que dans le pays d'où l'on vient. Ça correspond à peu près à 40% des hommes qui disent qu'ils viennent pour trouver un travail, tenter leur chance. Ensuite, il y a à peu près à part égale du regroupement familial, on a des hommes qui rejoignent une femme ou qui rejoignent une partie de leur famille qui est en France. On a venir pour faire des études, qui correspond à peu près à 10 à 20% des hommes, et fuir un pays où on était menacé, soit personnellement, soit parce que la situation politique était dangereuse. Et en tout dernier, on a les déplacements pour motif de soins. Donc ça, c'est en fait vraiment, ça correspond à 2 à 4% des personnes, c'est très très peu. Les femmes viennent en premier lieu dans le cadre du regroupement familial pour retrouver un conjoint ou des enfants, et puis ensuite pour trouver un travail, et puis ensuite pour fuir un pays dans lequel elles sont menacées, pour des études ou en dernier pour des raisons de santé. Alors, comment est-ce que ça a évolué ? Les deux évolutions majeures concernent essentiellement les femmes, parce que pour les hommes, ça n'a pas énormément évolué. On a de plus en plus de femmes qui viennent chercher un travail et tenter leur chance aussi, et de moins en moins qui viennent dans le cadre du regroupement familial. Et puis malheureusement, on a de plus en plus de femmes qui viennent pour fuir un pays, soit fuir leur situation dans ce pays-là, parce qu'on essaye de les marier de force, où il y a des violences sexuelles, ou fuir un pays en guerre, avec une situation politique difficile. Pour vous donner un chiffre, les femmes qui sont arrivées avant 1995 étaient seulement 8% à fuir un pays. Celles qui sont arrivées après 2005, elles sont 23%, donc presque 1 sur 4 à fuir un pays. Le système de protection sociale en France se veut universaliste. L'enquête Parcours montre que les barrières à l'accès aux soins sont encore trop nombreuses. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces barrières à l'accès aux soins ? Je vais vous en parler, mais avant, je voudrais dire que, en fait, ce qu'a montré l'enquête Parcours, puisqu'on peut voir tout ce qui se passe à partir de l'arrivée en France, c'est que finalement, le système de santé, c'est ce qui marche le mieux après l'arrivée en France. C'est-à-dire que les barrières à l'accès aux ressources, elles sont beaucoup plus importantes dans l'accès au logement, l'accès au papier, l'accès à un travail, que à l'accès au système de santé. Pour obtenir ce qu'on appelle le triptyque d'installation en France, c'est-à-dire un titre de séjour d'au moins 1 an, qui évite d'aller à la préfecture tous les 3-4 matins, un travail, même un travail à temps partiel, même un travail non déclaré, mais voilà, un petit travail rémunéré, et un logement où on est chez soi, où on n'est pas à être hébergé chez les uns, chez les autres. Alors, pour obtenir ces 3 éléments-là, ça prend 7 ans pour les femmes, 6 ans pour les hommes. Et en regard de ces 6-7 ans, si on regarde combien de temps ça prend d'avoir une couverture maladie, en fait, à la fin de la première année d'arrivée en France, plus de la moitié des gens ont obtenu cette couverture maladie. Si on regarde le dépistage pour le VIH, qui justement était un des indicateurs de santé qu'on regardait, 2 ans après l'arrivée en France, plus de la moitié des hommes comme des femmes ont été dépistés pour le VIH. Mais ça va beaucoup plus vite que l'accès à un logement, voilà. Alors ensuite, quand même, il y a des barrières.
Alors, justement, la première barrière à l'accès aux soins, c'est la couverture maladie, c'est de ne pas en avoir. Donc, en France, on a un système de couverture maladie dit universel. Donc, l'idée, c'est que tout le monde ait une couverture maladie, quel que soit son statut et quels que soient ses revenus. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que la première barrière, donc, c'est pas tellement une barrière de droit, c'est une barrière de connaissance. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, en fait, qui ne déclenchent le processus pour avoir cette aide médicale d'État ou cette couverture maladie universelle que quand ils ont un souci de santé qui les a conduits à avoir un lien avec un service de santé. Alors pour les femmes, ça va aller souvent plus vite parce que les femmes ont les grossesses qui du coup leur donnent accès aux services de santé sans être malades. Les hommes, eux, quelquefois n'ont pas besoin d'avoir accès à un service de santé pendant des années après l'arrivée sur le sol français parce qu'en fait les immigrés qui arrivent sur le sol français sont en bonne santé parce qu'ils arrivent en moyenne à 27-28 ans, un âge où on est en bonne santé et en plus ceux qui arrivent sont des gens en bonne santé parce que quand on est en mauvaise santé, on ne fait pas le voyage. Donc en fait, les immigrés sont plutôt à l'arrivée en meilleure santé que les autres, ne se posent pas la question de cette couverture maladie, ne font pas les démarches, et le jour où ils ont un problème, ne sont pas couverts par cette couverture maladie ou cette AME. Et donc, il y a des travaux ultérieurs, il y a une grande enquête sur l'AME qui a été faite, qui a montré que moins de la moitié des gens qui avaient droit à cette AME la demandaient et l'obtenaient. Voilà, tout ça par méconnaissance. Donc voilà, la méconnaissance de ce à quoi on a droit, et en particulier de cette couverture maladie. Et une deuxième barrière importante, c'est la barrière de la langue, qui va avec la première, parce qu'en fait, quand on parle ou qu'on écrit mal ou pas le français, on a plus difficilement accès à l'information, etc. Donc vous avez parlé de renoncement aux soins. Le renoncement aux soins se définit par le fait qu'un individu ne sollicite pas les services de soins et les professionnels de santé alors qu'il a des problèmes de santé, ou alors ça peut être la situation où la personne n'accède pas à la totalité des soins prescrits. Quelles sont les principales raisons du renoncement aux soins chez les personnes migrantes d'Afrique subsaharienne ? La première raison du renoncement aux soins, c'est une raison financière. La deuxième, c'est de ne pas avoir de titre de séjour. Et en fait, vous voyez qu'on retrouve ce dont je vous parlais, c'est-à-dire que les gens qui ont su qu'ils avaient droit à l'aide médicale d'État, même s'ils n'avaient pas de titre de séjour, et que cette aide médicale d'État leur donnait droit à des soins gratuits, du coup, ça lève ces deux barrières au renoncement aux soins. Et la première, c'est vraiment écrasante, c'est vraiment le manque de ressources financières, en fait. Un professionnel de santé, on le rappelle, a le droit de refuser de dispenser un soin s'il estime que cela va à l'encontre de son éthique personnelle ou professionnelle. En revanche, la loi lui interdit de refuser un soin pour des raisons financières ou discriminatoires. Est-ce que vous avez pu constater des refus de soins dans l'enquête parcours ? C'est à partir de déclarations des personnes enquêtées. On leur demandait s'ils avaient déjà dû subir un refus de soins. Alors, le chiffre est pas très élevé, mais il est non négligeable quand même. Il est de environ 10%, un petit peu plus de 10% dans un des groupes qu'on a enquêté. Donc voilà, une personne sur 10 dit qu'un médecin ou un pharmacien a déjà refusé de le soigner ou de lui délivrer des médicaments. Et la première raison pour laquelle ce refus a été documenté, c'est justement le fait d'avoir l'aide médicale d'État ou la couverture maladie universelle. Et en fait, cette aide médicale d'État ou cette couverture maladie universelle ne sont pas financièrement avantageuses, je dirais, pour les médecins en ville. Du coup, voilà, quand il y a eu des refus de soins, c'était la plupart du temps motivé par cette question-là. Et en fait, très concrètement, ça se passe au moment de prendre le rendez-vous. On demande à la personne qu'est-ce qu'elle a comme couverture maladie, et quand elle dit qu'elle a l'AME ou la CMU, le médecin dit non, ça je ne prends pas l'AME ou la CMU. Ce qui effectivement n'est pas légal. Du coup, quand vous dites justement que ce refus de soins est dû au fait que ce soit pas avantageux pour les médecins en ville, c'est parce qu'ils peuvent pas pratiquer du secteur 2, du dépassement d'honoraires. Quand on a l'AME ou la CMU, c'est interdit. Alors, les résultats de l'enquête ont mis en évidence les liens entre période d'installation et infection au VIH. Vous l'avez déjà défini, mais on peut peut-être en reparler. Comment définissez-vous l'installation en France ? Et est-ce que le processus d'installation est différent en fonction du genre ? On a décidé de définir l'installation par le fait d'avoir accès à ces 3 éléments basiques dont je vous parlais, un logement, un titre de séjour et un travail rémunéré. Donc je vous ai dit que ça prenait à peu près 6 à 7 ans d'avoir les 3. Et ça ne se fait pas tout à fait dans le même ordre chez les hommes et chez les femmes. Chez les hommes, la séquence commence par l'accès au travail, en fait, puis au logement, puis au titre de séjour.
Pour les femmes, c'est un peu différent parce que les femmes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, viennent plus souvent pour rejoindre un conjoint. Donc dans ces cas-là, elles ont plus vite accès à un logement puisqu'elles arrivent dans le logement de leur conjoint. Plus vite accès à un titre de séjour aussi, pour la même raison, parce qu'en fait, elles viennent au titre du regroupement familial, donc elles bénéficient de l'extension du titre de séjour de leur conjoint. Et c'est en dernier qu'elles accèdent à un métier. Et du coup, quel lien est-ce que vous avez fait, en tout cas vous avez vu, entre les situations de précarité et le risque d'infection au VIH ? Ah oui. Dans notre enquête, on a enquêté un groupe de personnes suivies pour un VIH en France, un groupe de personnes suivies pour une hépatite B et un groupe de personnes qui n'ont ni l'un ni l'autre, qui était un peu notre groupe contrôle. Et les personnes suivies pour un VIH, un tiers à la moitié d'entre elles, selon le type de mesure qu'on fait, a été très probablement infecté après l'arrivée en France. Donc ça nous a permis de revisiter une idée reçue selon laquelle les Africains sont très touchés par le VIH parce qu'ils arrivent d'Afrique. Alors c'est effectivement en partie vrai puisque l'épidémie touche particulièrement le continent africain. Mais ce qu'on a pu voir, c'est qu'il y a aussi des Africains qui arrivent, qui n'ont pas du tout le VIH, qui arrivent en France et qui sont infectés par le VIH en France. Et la deuxième chose qu'on a pu montrer statistiquement, c'est que le fait de s'infecter par le VIH en France est en lien direct avec le fait d'avoir eu des années sans logement ou des années sans titre de séjour. Et c'est particulièrement vrai pour les femmes, c'est vrai quand même aussi pour les hommes, mais pour les femmes, le fait de ne pas avoir de logement est particulièrement associé au fait d'avoir été infecté après l'arrivée en France. Bien souvent, ces hébergements se font en échange de relations sexuelles contraintes, c'est-à-dire pas voulues, mais que les femmes acceptent parce qu'elles y voient le seul moyen d'être hébergées et de ne pas dormir dans la rue. Voilà. Et on sait que ces relations qui sont, on appelle ça transactionnelles, sont rarement protégées parce que la relation est demandée en échange de l'hébergement, mais ce qui est demandé en échange de l'hébergement, c'est aussi que ce soit une relation sans préservatif. Dans cette étude, est-ce que vous avez pu constater des différences dans l'accès aux droits et aux soins en fonction du genre ? Dans le domaine social, les femmes sont défavorisées par rapport aux hommes et effectivement, on a vu beaucoup plus de femmes qui nous racontent qu'elles sont obligées d'accepter des relations sexuelles contraintes en échange d'un logement que d'hommes. Ça peut arriver chez les hommes, mais c'est assez rare. Donc oui, là, on voit bien qu'il y a une différence de genre très forte dans ces contraintes sociales qui pèsent sur les immigrés en précarité. Après, dans l'accès au système de santé, c'est un peu le contraire. C'est-à-dire que les femmes ont un accès meilleur que les hommes au système de santé, ça c'est bien connu, indépendamment du statut immigré ou pas, mais du fait justement des grossesses, les grossesses amènent à une entrée dans le système de santé et du coup les femmes en fait ont une entrée privilégiée dans le système de santé par rapport aux hommes. Donc il y a une inégalité entre hommes et femmes par rapport à l'accès aux soins, à l'accès au système de santé, mais en faveur des femmes. Quel lien avez-vous pu établir dans cette étude entre violences sexuelles et risques face au VIH ? Et dans quelle situation les femmes sont-elles les plus vulnérables au VIH ? On posait deux types de questions. Est-ce que vous avez eu des relations sexuelles que vous avez acceptées mais que vous ne souhaitiez pas vraiment ? Donc ça, c'est celle dont je vous ai parlé avant, en échange d'un logement ou d'une aide. Et puis, est-ce que vous avez eu des relations sexuelles forcées ? On a un pourcentage non négligeable de femmes qui nous ont dit qu'elles avaient eu des relations sexuelles forcées. On a presque une femme sur 4 qui nous a dit que ça lui était arrivé dans sa vie, mais pour une grande partie d'entre elles, dans leur entrée en vie sexuelle au pays, dans leur pays d'origine. Alors, il y a aussi des violences sexuelles sur l'année de la migration, sur le chemin de la migration. On n'était pas forcément très équipés avec cette enquête pour enquêter spécifiquement là-dessus. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que ça existe, mais que finalement, le plus gros des violences sexuelles, c'est vraiment lors de l'entrée en vie sexuelle, donc dans le pays d'origine. Et puis, malheureusement, il continue à y avoir des violences sexuelles en France pour 4% des femmes. Ces violences sexuelles en France, elles sont beaucoup plus élevées chez les femmes qui sont venues parce qu'elles fuyaient un pays, qui n'ont pas de logement et qui n'ont pas de titre de séjour. Donc on voit bien qu'il y a un profil de femmes qui est beaucoup plus que les autres exposées à la violence sexuelle. Ce sont les femmes en grande précarité sociale, donc pas de titre de séjour, pas de logement, et aussi les femmes qui arrivent dans un état psychique sans doute très dégradé parce qu'elles ont subi des choses dans leur pays d'origine et qui les exposent du coup à, ça c'est bien connu, à d'autres violences et en particulier des violences sexuelles dans le pays, dans le pays d'accueil en France. Vous voyez les déterminants dont je vous ai parlé, pas de titre de séjour, pas de logement, c'est exactement les mêmes que les déterminants de l'exposition au VIH. Est-ce que les personnes qui vivent avec le VIH en France, même quand elles sont installées, donc c'est-à-dire qu'elles ont un titre de séjour, un logement, un travail, sont plus sujettes aux inégalités sociales de santé que la population générale ?
Autant on peut dire que le VIH continue à être une maladie qui est stigmatisée et que c'est pas facile de vivre avec le VIH pour le regard que portent les gens sur cette maladie, autant d'un point de vue factuel sur les discriminations et les inégalités que ça peut engendrer directement, en tout cas, il me semble qu'on a en France un tissu associatif de soutien et d'accompagnement des personnes vivant avec le VIH qui les protège beaucoup de telles discriminations et qui est une ressource qui fait que finalement, on arrive presque à l'effet inverse, c'est-à-dire que parmi des personnes immigrées, je dirais que le groupe qui vit avec un VIH se débrouille mieux que les autres parce que je pense qu'ils ont cet accompagnement et par des associations qui ont un réseau social, enfin une connaissance des ressources sociales très, très fine. Finalement, sur Parcours, quels sont les principaux enseignements de cette étude ? Alors, l'enseignement majeur, c'est d'une part, le VIH touche plus les Africains que les autres, mais ça n'est pas seulement parce que l'Afrique est touchée par l'épidémie, c'est aussi parce que les personnes originaires d'Afrique qui vivent en France peuvent contracter le VIH en France parce qu'elles sont soumises à des conditions de logement et administratives qui les mettent dans la précarité. Et donc le deuxième résultat majeur, c'est la précarité expose au risque sexuel et donc expose au VIH. Expose au risque sexuel et à la violence sexuelle et donc expose au VIH. Et en termes de chiffres, il me semble que c'est 39 à 45% des personnes issues d'Afrique subsaharienne qui contractent le VIH en France. Voilà, c'est ce qu'on a estimé. Avec cette étude, vous avez vraiment, l'idée reçue qu'on vous en avait parlé tout à l'heure, que les personnes arrivent en France en étant infectées. Finalement, cette étude, elle démonte un peu cette idée reçue, quoi, parce que c'est vraiment l'idée reçue qu'on peut avoir. Tout à fait. Et nous-mêmes, on s'y attendait pas du tout. Et on s'y attendait pas du tout. C'était en fait même pas forcément un objectif de l'étude. Et ça a été au fur et à mesure des analyses, on a vu ça et on s'est dit que c'était un résultat très important. Et ce qui était rassurant, c'est qu'en fait, au même moment, il y a eu d'autres études européennes qui ont pu montrer à peu près la même chose et dans les mêmes proportions dans d'autres pays européens. Donc, on est assez sûr de nous. En France, la recherche n'a pas le droit d'intégrer l'identité ethnique et raciale dans les études. En tant que démographe, est-ce que vous pensez que ces données peuvent être intéressantes pour lutter contre les inégalités sociales de santé ? Oui, absolument. Enfin, ce qu'on voit dans Parcours et ce qu'on voit dans VESPA et ce qu'on voit dans d'autres enquêtes démographiques, par exemple l'enquête Trajectoire et Origine, qui est de l'INED, qui justement a posé cette question des données ethno-raciales, c'est que si on ne se donne pas les moyens de collecter des données sur l'origine des personnes ou des données ethno-raciales, on ne peut pas mesurer les différences selon les origines ou selon les caractéristiques ethno-raciales. Donc si on veut mesurer de la discrimination, par exemple, il faut bien collecter ces données. Alors après, ce qui en ce moment, c'est une question qui fait beaucoup polémique. Moi, vous m'avez dit en tant que démographe. Bien, en tant que démographe, justement, je pense qu'il faut absolument collecter sous une certaine forme ces données, mais moi, ma préférence, c'est de la collecter sous la forme de l'origine, c'est-à-dire le pays de naissance de la personne. Et le problème, c'est que le pays de naissance de la personne va donner l'origine pour les immigrés de première génération, mais pas pour les immigrés de deuxième génération, enfin, pas pour les enfants d'immigrés ou les petits-enfants d'immigrés. Donc, idéalement, et ça, c'est important aussi, parce que c'est pas la même chose d'être un enfant d'un immigré ou enfant d'une personne dont toutes les générations au-dessus ont été en France. Donc, moi, ce que je trouve très intéressant, c'est de collecter le pays d'origine de la personne, le pays d'origine de ses parents. Et idéalement, on pourrait penser au pays d'origine de ses grands-parents. Est-ce que vous pensez que les sciences sociales et les politiques de santé publique sont suffisamment en lien pour réduire les inégalités sociales de santé ? La question, c'est en fait, est-ce que les politiques de santé publique s'appuient suffisamment sur la recherche en sciences sociales, parce qu'il y a énormément de recherches en sciences sociales de la santé. Est-ce que les politiques sont construites vraiment à partir de ces résultats ? Oui et non. Par exemple, nous, l'enquête Parcours a vraiment bénéficié d'une caisse de résonance très importante et a été vraiment prise en compte dans, par exemple, le nouveau plan national de lutte contre le sida et les hépatites. Donc, ce serait malhonnête de ma part de dire que les politiques de santé ne s'appuient pas sur les recherches en sciences sociales. Après, elles ne le font jamais assez, parce que le dialogue entre les chercheurs et les politiques n'est pas optimal, parce que les chercheurs publient leurs résultats dans des revues scientifiques et ne font pas toujours l'objet de les traduire dans des termes qui sont facilement compréhensibles. Et
adaptable et appréhendable, rapidement par les politiques. Donc voilà. Donc on peut mieux faire, mais je crois que les torts sont partagés. Pour terminer, on va vous poser une question qu'on pose à tous nos invités. Selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour réduire les inégalités sociales de santé ? Pour arriver à des politiques et à des programmes efficaces pour les plus pauvres et les plus vulnérables et les plus laissés pour compte, c'est très important que les choses ne soient pas pensées de façon verticale, top-down, mais soient pensées avec les personnes directement concernées. Alors c'est toujours vrai, mais c'est en particulier vrai pour les populations, justement, les plus pauvres, les plus défavorisées, etc., qui, en fait, justement, sont les plus éloignés des décideurs. Les décideurs n'appartiennent pas, ou très très rarement, à ces populations-là. Donc au moment de la mise en forme, puis de la mise en œuvre des politiques, si les personnes directement concernées ne sont pas impliquées à toutes les étapes, le succès de ces politiques et de ces programmes est incertain. Annabelle Degré-Duloup, merci beaucoup d'avoir participé à cet épisode. On tient également à remercier la Dream Team qui nous a permis de réaliser ce podcast, Clément Escafre, Virginie Fossé, Jennifer Sevilla, François Bonnet et toutes les autres personnes qui nous ont aidés. C'était Sous Condition, le podcast qui parle des inégalités sociales, parce qu'en parler, c'est reconnaître qu'elles existent et c'est déjà tendre vers plus de justice sociale. N'hésitez pas à réagir et à nous poser des questions sur l'Insta et le Facebook Sous Condition. On vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour parler d'universalisme proportionné avec Nicolas Dersch. Et d'ici là, prenez soin de vous et des autres. Salut ! Salut, merci beaucoup.